Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir immense d'être avec Madame Anne-Marie Sicotte, qui est historienne et grande autrice de nombreux ouvrages, dont Papineau l'Incorruptible en 2 tomes. Elle est donc spécialiste des patriotes, entre autres, et nous allons ensemble faire une série d'entretiens sur la thématique de démasquer l'histoire. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, elle va entre autres vous entretenir sur le lien qu'il y a entre les rébellions patriotes et l'indépendance du Québec. Mais tout d'abord, Madame Sicotte, Anne-Marie, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous voulez dire par démasquer l'histoire? En travaillant sur mes livres, mes recherches, j'ai réalisé à quel point il y avait des choses à démasquer, à remettre en lumière. Par exemple, l'immense soif de démocratie, de justice, la lutte contre la corruption, l'existence d'une oligarchie coloniale très puissante et qui est celle qui avait vraiment le contrôle du pouvoir et de l'agenda politique. Donc, c'est beaucoup grâce à cause d'elle que la répression, une répression nommée rébellion a eu lieu. Donc voilà, c'est ce que je propose dans ces entretiens-là, vraiment démasquer et remettre en lumière certains faits qui ont été soit ignorés, soit carrément glissés sous le tapis. Oui, en ce sens, je dirais que votre ouvrage est vraiment incontournable parce qu'on va puiser là vraiment des choses qu'on pourra pas aller trouver ailleurs. Vous avez vraiment fait un travail extraordinaire là, de recherche historique, vrai, professionnel pour aller nous dévoiler ce personnage à travers ses connaissances, à travers toute l'histoire des rébellions patriotes. Et aujourd'hui, donc, on est en 2025 et on parle beaucoup de la souveraineté du Québec. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel lien il y a entre les rébellions patriotes et l'indépendance du Québec? C'est évidemment un lien viscéral, organique, perpétuel, je pourrais dire, sur lequel, effectivement, des générations d'historiens n'ont pas beaucoup insisté. D'autant que notre histoire a souvent été écrite par des conservateurs ou par des prêtres ou par tout ça, donc des gens qui n'avaient pas trop avantage à le faire. Mais moi, j'ai été vraiment frappée par la liberté que les gens prenaient de parler d'indépendance. Et ça, c'est pas seulement au Québec, c'est partout. Je vais vous dérouler un peu le cheminement, disons, de ce que j'ai trouvé puis ce que ça donne par rapport à l'indépendance et le peuple du Québec. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que dans l'esprit des parlementaires britanniques, le Québec était une colonie britannique, dans l'esprit des parlementaires et même de l'exécutif à Londres, devenir indépendant, c'était un cheminement naturel pour une colonie. Je vais vous citer par exemple, un parlementaire britannique qui s'appelle James Mackintosh. Il a écrit: la mère patrie doit protection à sa colonie, mais le temps viendra où le Bas-Canada sera mûr pour une séparation, sans effort et sans violence, si elle est effectuée avec modération et prudence. Donc, juste dans ces paroles-là, on voit, et il y en a plein d'autres qui ont parlé comme lui, on voit que c'était une éventualité très, très connue. C'était pas un tabou du tout, c'était pas une catastrophe non plus. Mais bien sûr, aux yeux des Britanniques, il fallait que les choses se fassent avec modération et prudence parce que les sentiments de violence, de haine nuisent aux liaisons du commerce, comme ils écrivaient. Or, c'était extrêmement important de garder les liens commerciaux entre la mère patrie et la colonie. C'était ainsi que, d'après eux, la séparation pouvait se faire. L'establishment à Londres, donc le gouvernement de la mère patrie, ou de notre empire, du siège de l'empire, il sait que de libres citoyens britanniques ne se soumettent pas docilement à la dégradation politique et au gommage des droits fondamentaux de tout sujet britannique. Quelque éloigné que cette colonie puisse être du centre de l'empire. Donc, c'est une chose très connue. Et ensuite, dans cette espèce de connaissance générale par rapport implicite plutôt par rapport à l'indépendance, il y a eu bien sûr la révolution américaine de 1775-1776
Et Papineau a écrit ceci par rapport à cette révolution. N'eût été de l'admiration qu'avaient les Américains pour les institutions de leurs ancêtres, leur indépendance aurait probablement eu lieu plus tôt. Ils avaient senti qu'ils étaient assez forts, qu'ils étaient assez instruits, qu'ils avaient assez de ressources et qu'ils étaient arrivés au temps où le résultat du sort de toutes les colonies devait leur appartenir, celui de la séparation et de l'indépendance. Donc, le sort de toute colonie, c'est la séparation et l'indépendance. Et en 1837, les États-Unis sont formés de 26 États à ce moment-là. Et selon Papineau, qui avait énormément d'admiration pour les États-Unis de cette époque-là, qu'il ne faut pas comparer évidemment du tout aux États-Unis d'aujourd'hui, hormis certaines institutions là, qui demeurent, mais la manière dont on les incarne, c'est tout à fait différent. Donc, ces États-Unis formaient en 1837 autant de souverainetés indépendantes groupées autour du gouvernement général et qui se gouvernent avec infiniment plus de facilité, d'harmonie, d'ensemble, de puissance et de prospérité qu'elles n'en auraient jamais pu connaître si elles seraient demeurées dans la dépendance et la servitude coloniale. Et il ajoutait: l'Amérique est le continent des républiques et doit l'être de la baie du Son à la terre de feu. Donc, tout le continent américain au complet, selon lui. Il faut rappeler aussi que le Vermont, même, a été une république indépendante pendant une douzaine d'années, avant la Révolution. Il faut rappeler aussi qu'Haïti est devenu, au tout début du 19e siècle, a fait son indépendance, dans la difficulté et le sang, mais quand même a fait son indépendance. Et aussi, à toute cette époque-là, il y a plusieurs monarchies européennes qui sont secouées par la Révolution. Il y a eu bien sûr celle de 1789, qui a été suivie de celle de 1830 en France, la deuxième Révolution républicaine. Mais il y a aussi la Belgique qui a voulu secouer le joug qu'elle avait envers que les Pays-Bas lui faisaient subir. La Pologne aussi, qui était sous la tutelle de la Russie notamment et de la Prusse, et qui était exactement dans ces années-là, qui a fait une révolution. Donc, c'était un moment très effervescent où des révolutions indépendantes étaient vraiment à l'ordre du jour. Donc, l'éventualité d'indépendance était matière à discussion en Bas-Canada tout le temps. Sauf que c'est une éventualité que les Tories, les conservateurs, aussi les favoris du régime, ça recouvre tout le même monde, Tories, conservateurs, favoris, c'est une éventualité qu'ils veulent éloigner. Parce que tous ces membres de l'oligarchie coloniale profitent de l'argent qui est injecté par Londres directement, grâce à des lois du Parlement impérial, mais aussi beaucoup d'argent grâce à des postes budgétaires qui relèvent directement de l'exécutif. L'exécutif impérial autant que colonial à Québec. Par exemple, un des postes budgétaires les plus importants qui échappait au contrôle du Parlement, c'était la caisse militaire, le budget militaire. Et c'est un budget énorme. Et l'autorité militaire en Bas-Canada et au Canada était vraiment un pouvoir très proche du pouvoir civil de l'exécutif colonial. Donc, c'est pour ça que l'oligarchie coloniale du Québec refuse repousse cette éventualité-là d'indépendance, et aussi parce que elle veut garder sa totale liberté dans la colonie, parce que plus elle est libre, moins elle est imputable, plus elle peut dépenser à son avantage, et c'est ce qu'elle fait depuis d'ailleurs la conquête de 1760. Donc, s'octroyer des contrats, des postes, aussi à ses petits amis, toutes sortes de magouilles pour avoir le plus d'argent possible qui provient de Londres ou des taxes que les Canadiens payent. Donc, les gouverneurs et les favoris écrivent à Londres que les Canadiens sont trop indépendants, qu'il ne faut pas leur laisser trop de cordes, sinon ils vont se pendre avec. Par exemple, Carleton, à la fin du 18e siècle, doute de la compatibilité de l'esprit d'indépendance de la démocratie, ce à quoi aspirait le peuple canadien. Donc, l'esprit d'indépendance de la démocratie avec un gouvernement subordonné à la monarchie britannique. Un autre haut fonctionnaire estime qu'admettre les Canadiens dans l'Assemblée législative, qu'ils vont avoir en 1791, serait une expérience dangereuse pour eux, les Canadiens, à qui il faut apprendre à obéir aussi bien qu'à aimer la Grande-Bretagne. Il faut leur apprendre à chérir leur dépendance, qui est un contrat assez énorme. Un autre gouverneur, Miles, au début du 19e siècle,
Il dit il écrit qu'il n'a jamais vu de race plus indépendante et dans aucun autre pays du monde qui ne se trouve établi à ce point, ou ne se trouve établi à ce point l'égalité de situation que dans le Bas-Canada. Donc, ce sont tous des témoignages qui nous montrent que les gouverneurs voyaient l'état d'esprit des Canadiens, leur goût de liberté, leur goût de démocratie, leur goût de se gouverner, de lutter contre la corruption, mais en même temps qu'ils refusaient ça parce que ça comportait beaucoup de dangers. Et c'est ça qui explique la propension des membres de l'oligarchie à exagérer la menace de sédition, de violence que le peuple fait subir à l'exécutif et à ses petits amis. Et cette exagération de menace et de la menace et de la violence, c'est ce qui va servir de gaz, disons, à toutes les réclamations envers Londres et à l'instauration au fil des décennies de la répression qui va atteindre son paroxysme en 1837-38. Et parallèlement à cette position, d'un côté, il y a le peuple du Bas-Canada. Ces réclamations sont pour des réformes cruciales pour abattre la corruption et le despotisme. Et ces réclamations se font de plus en plus fortes et affirmées. Et je vous cite un homme de ce temps, un Britannique, Robert Christie, qui a été un ennemi des Patriotes longtemps, un ennemi de Papineau, qui a été député aussi, mais qui, au fil, en vieillissant, se rapproche de Papineau et finit par l'apprécier beaucoup. Et il se rend compte qu'il s'est laissé berner par le discours ambiant de sa clique, disons. Et lui, il dira à la fin de sa vie la volonté de Papineau, qui était de soutenir la nationalité de ses compatriotes en réalisant l'indépendance de leur pays, ensuite un pays pourvu d'institutions républicaines, ben, cette volonté-là concordait avec celle de la quasi-universalité de la population du Bas-Canada. Et c'est important de le dire, de rappeler ça, parce qu'on se fait dire beaucoup par les historiens, par toutes sortes de commentateurs, que Papineau était un démagogue qui abusait du peuple. On parle constamment à cette époque-là dans les journaux et dans les correspondances de citoyens libres et indépendants, de citoyennes aussi libres et indépendantes. On parle d'une assemblée législative indépendante aussi, le mot est employé très souvent, ou du moins la majorité de la députation indépendante, celle qui réussit à se faire élire parlement après parlement. Et cet élan du peuple vers l'indépendance devient de plus en plus manifeste, mais il devient particulièrement criant au moment des 92 résolutions de février 1834, donc ce manifeste immense qui a été entériné par l'Assemblée législative du Bas-Canada, la majorité patriote. Et je vais vous citer Étienne Parent, qui est le rédacteur du Canadien, qui n'est pas réputé pour être le plus libéral de tous. Au contraire, il y a tout un... Étienne Parent, il est pas loin des conservateurs, puis il va vite tomber dans le côté conservateur à mesure que la répression augmente. Mais lui-même, quand les 92 résolutions sont adoptées, il s'épate de manifestes foudroyants, comme il l'écrit, qui enseigne en Angleterre le seul moyen de régner glorieusement encore longtemps dans cette belle partie de l'Amérique, c'est-à-dire octroyer au peuple du Bas-Canada une quasi-indépendance. Il se garde une petite gêne encore, une quasi-indépendance, mais en fait, c'est à peu près littéralement une indépendance. Donc, vous voyez, c'est vraiment toujours dans l'air, toujours discuté. En 1837, les choses deviennent de plus en plus claires à ce niveau-là. On est 3 ans après les 92 résolutions. La Minerve, le journal La Minerve, le fameux journal qui est extrêmement lu, extrêmement populaire et qui reflète, disons, l'opinion majoritaire du peuple patriote du Bas-Canada. Elle cite un écrit qui provient d'un journal d'Angleterre et qui dit ceci: « Nous touchons au temps où le peuple du Canada se déclarera État distinct et indépendant. » Et d'autres ajoutent que Londres, et elle-même ajoute, je crois, en éditorial, que Londres ne peut plus ignorer qu'à défaut de réforme ou de concession absolue, le Bas-Canada voudra l'indépendance. L'état des lieux est limpide à ce moment-là pour toute l'autorité, même pour tout le peuple du Bas-Canada. Le gouvernement britannique s'expose à perdre le restant de ses colonies de l'Amérique du Nord s'il n'octroie pas les réformes demandées. Et au Parlement de Londres, d'éminents députés réformistes et démocrates suggèrent de laisser le Canada dériver vers l'indépendance, qui est le sort prévisible de toute colonie.
Et quelles sont ces réformes que le Parlement britannique devrait octroyer? C'est pas si compliqué que ça, mais quand même, ça détricote complètement la puissance de l'oligarchie. C'est rendre le Sénat rendre le Sénat électif, donc que ses membres soient élus et non pas nommés par la couronne, ou carrément abolir le Sénat. C'est permettre au peuple du Bas-Canada d'apporter des changements constitutionnels. Et puis, moi, j'ai été épatée de voir à quel point cette possibilité d'une assemblée constituante, une assemblée générale où le peuple parle au complet pour modifier la Constitution est encore aujourd'hui agitée en épouvantail, comme ça l'était il y a 200 ans. Bref, donc, tout ça fait que l'état d'indépendance est constamment sous-jacent à tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Ça se dit dans l'espace, ça s'écrit dans l'espace public aussi par rapport au cortège. Il y a beaucoup de cortèges à cette époque-là, en l'honneur de Papineau, par exemple. Un drapeau qui porte l'inscription « Vive la liberté et l'indépendance ». Des chansons parlent d'indépendance. L'adresse des Fils de la Liberté en octobre 1837 écrit ceci: « Une séparation est commencée entre les partis dont il ne sera jamais possible de cimenter l'union de nouveau. » Parce que là, la répression est commencée avec tellement de puissance, les patriotes vivent tellement de violence jour après jour dans l'espace public qu'on croit que les deux partis sont vraiment séparés à jamais. Et l'adresse, le manifeste des Fils de la Liberté continue en disant « Bientôt surgira une occasion favorable de prendre notre rang parmi les souverainetés indépendantes d'Amérique. » Et ce cher Amédée Papineau, le fils de Louis-Joseph, il écrit que tous rêvent à l'indépendance prochaine de la patrie, à son entrée glorieuse parmi les nations libres. Et bien sûr, parallèlement à ça, toutes sortes de rapports mensongers, de rumeurs exagérées circulent, qui proviennent aussi au gouverneur Gosford à l'automne 1837. Par exemple, Gosford il se fait dire qu'à l'Assemblée des 6 comtés en octobre 1837, on va faire une proclamation d'indépendance qui va être en prélude à une révolution durant l'hiver. Or, c'est faux. À ce moment-là précis, les patriotes n'ont pas l'intention d'aller jusqu'à la proclamation d'indépendance, même s'ils en parlent beaucoup, d'une éventuelle indépendance. Et cette menace d'indépendance pour l'exécutif colonial, ça va être un des prétextes importants qui ouvre la porte toute grande à une répression qui va s'appeler les rébellions de 1837-1838. Et pour terminer, si je peux me permettre de dire, cette idée d'indépendance va demeurer vivante bien après la répression de 37-38. Quand les crises politiques deviennent trop aiguës, on en parle ouvertement. C'est toujours une voie possible à parcourir que le chemin vers l'indépendance, notamment pendant le grand mouvement annexionniste des années 1850, où est-ce que l'élite du Bas-Canada et beaucoup de monde du peuple d'ailleurs, beaucoup de monde, particulièrement les libéraux, voudraient bien plutôt, à défaut d'avoir un Bas-Canada libre comme ils en rêvaient 20 ans plus tôt, d'être annexé comme État aux États-Unis. Mais ce qu'on oublie, c'est que avant l'annexion, il y a une indépendance. On n'annexe pas une colonie britannique, on annexe un État indépendant où l'État, il faut être indépendant avant de s'annexer volontairement aux États-Unis. Et cette idée d'indépendance est toujours reprise aussi en 1867 quand la Confédération est imposée par Londres et par l'oligarchie coloniale. Et aussi, tout au fil de ce siècle, de cette fin de siècle, et au 20e siècle, comme vous le savez comme moi, mais tout ce temps-là, l'oligarchie du Bas-Canada, l'oligarchie du Canada confédéré reste trop puissante et elle tire trop d'avantages du régime constitutionnel pour vouloir l'abandonner. C'est vraiment passionnant ce que vous dites, Anne-Marie. C'est très intéressant de voir que l'idée d'indépendance n'est pas arrivée avec René Lévesque ou avec le Parti québécois en 76, mais que ça a toujours été là en filigrane depuis la conquête, je dirais, et qui a continué là, comme ça dans l'histoire, et que le flambeau a été repris peut-être en 76 par le Parti québécois, mais que
mais que c'est quelque chose qui a toujours été là. Une parenthèse dans l'histoire qui s'est ouverte là avec le traité qui a mis fin à la guerre de 7 ans, et puis que cette parenthèse, disons que elle s'étire, et puis mais que le fait de vouloir devenir indépendant, comme vous l'expliquez, c'est quelque chose qui est propre à toute nation et qui est un cheminement naturel, d'après ce que je comprends. Je voulais vous remercier infiniment. Je veux redire aux gens d'aller absolument lire votre ouvrage Papineau, l'incorruptible. J'ai mis le lien dans la description ci-dessous. Donc, les gens peuvent directement aller se les procurer. C'est vraiment une mine d'or. Puis on entend en vous parlant à quel point c'est un sujet que vous maîtrisez bien et à quel point vous avez beaucoup à nous amener. Je vous remercie infiniment, Anne-Marie, d'avoir donné cet entretien, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine!